Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Il y a en début de saison certains matchs que l'on inscrit d'une croix rouge dans le calendrier. Celui-ci en fait bien évidemment partie. Ce North London Derby, ce déplacement chez nos voisins de Tottenham. C'était ce soir avec une victoire 4-1 de nos chers et tendres Gunners. Pour débriefer de cette rencontre, avec moi, un duo de Louis, j'ai bien évidemment nommé Louis Tartex et Louis de Paris. Salut messieurs et Common Gunners. C'est ça. Salut à tous. Salut Aurélie. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accompagner dans ce nouvel épisode de Coup de Canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Euh, Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste faire une annonce à nos auditeurs, puisqu'ils vont par eux-mêmes comprendre de quoi je parle. Il va y avoir une nouveauté dans Coup de canon. C'est un choix que l'on a fait dans l'assaut. Vous allez entendre durant cet épisode et les autres à venir certaines pubs. Alors non, ne quittez pas le podcast. Vous êtes bien sur Coup de canon. Pour la faire très très courte, Coup de canon a été repéré par une entité anglaise qui s'appelle Sport Social Media et qui propose de la monétisation sur podcast. Et c'est comment dirais-je, l'un des facteurs qui nous permettra d'évoluer dans l'assaut. Donc, on a fait une tentative. Voilà, on s'est engagé pour un an avec cette entité-là et vous n'hésiterez bien évidemment pas à nous faire votre retour si vous trouvez que les pubs sont perturbantes ou dérangeantes. Voilà, on se laisse un an pour faire le choix de continuer ou pas. En tout cas, c'est une grande fierté pour nous d'avoir été repérés. Il y a énormément de podcasts qui sont comment dire, qui sont hébergés par ce média-là, notamment celui de Robert Talks, le fameux podcast de Robert Pires, et d'autres. Voilà, il y a beaucoup de podcasts étrangers. On doit faire partie de quelques podcasts français qui traitent de la Première Ligue et d'un club comme Arsenal. Donc voilà, fierté pour nous. On espère que ça sera pas trop dérangeant. Voilà, cette parenthèse étant faite, messieurs, revenons à nos moutons. North London Derby. Alors, on dit souvent, un derby ne se joue pas, il se gagne. Le message a été entendu par nos chers Gunners. Tout n'a pas été parfait. On le disait avec Louis, soulagé, mais pas forcément rassuré. Et puis, je prends le parti pris, malgré la victoire très large de Tottenham, de faire un épisode où on va se dire les choses très clairement. En tout cas, je vais vous dire ce que moi je pense, parce que clairement, il y a quand même des choses qui sont quand même très, très dérangeantes pour moi sur ce match-là. Cela n'empêche pas, bien évidemment, de savourer ce succès très large et le coup de clim au Tottenham Hotspur Stadium. La compo, messieurs, on y vient. David Raya dans les buts, Timber à droite, Saliba Gabriel dans l'axe, Incapié à gauche, préféré à Calafiori. Le milieu de terrain avec Rice, Zubimendi et la confiance renouvelée à Eberechi Eze. Saka capitaine à droite, Leandro Trocar, allez hop, je l'annonce à gauche, et El Grande Victor, le grand Victor, le Le colosse gros Victor, Victor. Le Le gros gros. Victor. Gyökeres en pointe. Rapidement, messieurs, cette composition vous a-t-elle plu? Est-ce que vous avez trouvé ça logique par rapport aux dernières performances et par rapport aux états de forme aussi des uns et des autres? Ou est-ce que vous avez été soit surpris, soit énervé de la titularisation ou non de certains joueurs? Et on va commencer avec mon loulou. Compo de départ, moi j'étais pas forcément très très hypé par cette compo de départ, puisque c'est une compo qu'on avait déjà vue dans la saison et qui avait quand même apporté peu de satisfaction. Euh, J'étais un peu déçu de voir Saka sortir de ce milieu de terrain qui pour moi sortait quand même de minutes qui étaient quand même abouties à ce poste-là. Alors il a très peu joué à ce poste-là, donc c'est compliqué d'avoir un recul sur ce qu'il peut faire à ce poste. Mais pour moi, c'était une satisfaction de ces dernières semaines.
Et là, il retourne sur son côté droit pour remettre un Eze dans le milieu de terrain, alors que depuis le début de saison, ça fonctionne pas trop dans ce rôle-là. Bon, composition un peu mitigée. Pour le reste, c'était du classique, vraiment rien à signaler. Mais ouais, le petit changement, Saka retour sur un côté. En plus, ça fait sortir Madueke du 11 de départ, alors que pour moi, Madueke, sur les dernières semaines, bah, c'est pas loin, voire peut-être même notre meilleur élément offensif. Un peu, un peu déçu par ces quelques petits choix. Alors, au final, ça donne raison à Mickaël sur le score global, on va dire. Mais ouais, moi j'attendais beaucoup de voir Saka au milieu de terrain. J'attends encore beaucoup de le voir à ce poste-là. Son match encore ce soir, sur certains aspects, me font dire que son avenir est peut-être plus dans un rôle plutôt axial que sur un côté. Mais bon, voilà, Mickaël a fait ses choix et c'est ce qu'on lui demande. Louis, Ouais, je rejoins Louis aussi sur la titularisation d'Eze que j'attendais pas spécialement sur ce gros match. Ce qui me paraissait bizarre, c'est que tu fais le choix de le mettre sur le banc contre le dernier de PL et de tenter ce Saka en 10 comme dit Louis, c'était plutôt pertinent. Et revenir finalement sur un choix classique, est-ce que c'était pour se rassurer et apporter une forme ouais, de stabilité globale, mais qui a assez peu fonctionné jusque-là. Et à nouveau, on perd un Madueke qui est cantonné à jouer à droite, alors qu'il y aurait la possibilité, si tu veux vraiment mettre Eze en 10, de le faire jouer à gauche, sachant que Trossard et Martinelli sont en méforme en ce moment. Donc encore une fois, on change de nouveau de compo, il n'y a pas beaucoup de continuité à chaque match, et c'est ce qui peut me déranger, voilà, chez notre coach basque. Mais bon, encore une fois, on va dire que ça lui rend, pour une fois, ça lui rend euh, enfin, du crédit et on espère que cette fois-ci, il y aura de la continuité à la fois dans les compos et sur le terrain. je- personnellement, je suis pas sûr que la continuité soit vraiment un facteur de réussite, voire même au contraire, puisque ce côté fortement chez Arteta, notamment dans sa non-volonté de faire tourner un effectif pourtant pléthorique de joueurs blessés actuellement. Vous en avez parlé très bien avec Nitinia sur les deux derniers épisodes, à savoir, encore une fois, ce soir, on voit absolument pas Norgard. Absolument pas. Ouais, Encore une fois, ce soir, Madueke, il rentre parce que Saka se blesse ou qu'il s'est mal à la cheville. Encore une fois, on voit un Martinelli rentrer très tard pour remplacer Trossard qui aura été complètement absent. Euh, Moi, au contraire, je demande tout l'inverse de la continuité. J'attends de la continuité quand tu as un homme en forme et de le faire débuter. Loulou, pardon, en a parlé en introduction sur cette composition-là, en disant qu'il regrettait l'absence de Saka dans le milieu de terrain. Mais c'est surtout que mettre Saka en milieu de terrain, vu que Arteta veut forcément et absolument qu'il joue, c'était surtout permettre à Madueke de commencer le match, tu vois. Donc, ouais, c'est pour ça. la continuité, moi, c'est vraiment sur les performances, pas forcément les hommes. On voit qu'en fait, la continuité avec Zubimendi, qui termine complètement rincé, le dernier quart d'heure, il a du mal à revenir, il n'arrive plus à accélérer, et il est à 80 ou 70% de ses capacités en vitesse pure en fin de match, alors que tu as Norgard qui râle le match du banc de touche. Ça me dérange. Moi, personnellement, ça me dérange quand même fortement. Après, pour parler rapidement de la titularisation d'Eze, puisqu'on va revenir un peu sur son match, puisque visiblement, on l'a recruté pour être bon sur deux matchs. Voilà, c'est quand même 5 buts en deux matchs face aux Spurs. Moi, j'ai trouvé qu'on a quand même évolué vraiment dans un 4-2-3-1 plutôt que dans le 4-3-3 habituel. C'est-à-dire que j'ai pas forcément vu Eze, tu sais, fameux Ouais, il milieu était proche droit. attaquant là. J'ai trouvé très proche de l'attaquant, pas forcément très remuant, pardon, Mm. mais très proche de l'attaquant. Et pour ça, je trouvais que c'était plus intéressant. C'est ce qu'on disait, c'était qu'il fallait, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me positionnais, c'était que Eze, je pense qu'il a un profil intéressant lorsqu'il est proche de l'attaquant et qu'il est Bien sûr. libre de ses mouvements, alors que là, finalement, quand il joue comme à la Eudegaard, c'est là où il est complètement perdu. Euh,
Le match, messieurs, globalement, on va peut-être la faire différemment parce que j'ai trouvé très intéressant l'animation et d'ailleurs je l'en remercie, l'animation de Nitinia où finalement le faire première mi-temps, deuxième mi-temps, c'est pas forcément très intéressant. On va peut-être parler du match dans sa globalité. Euh, on, on peut le dire, on a quand même des Gunners qui sont quand même en convalescence, qui ont joué une équipe de Tottenham. Je vais parler rapidement de eux, ils méritent pas plus que quelques secondes, mais cette équipe, elle est quand même éclatée. Elle est vraiment dégueulasse à avoir joué. Il y a aucune cohérence. Défensivement, c'est d'une fébrilité absolue. Et en disant ça, je vous jure que ça fait presque mal d'avoir pris ce but de Colomwani qui va intervenir juste après l'ouverture du score où tu te dis finalement tu as fait le plus dur et que tu prends ce but sur une erreur de Rice, mais pas que. Voilà, on a parlé des Spurs à dégager. J'espère vraiment qu'ils vont, que c'est la bonne année pour qu'ils descendent parce que je veux bien qu'on charrie les Gunners sur vous êtes toujours deuxième, etc. Mais ouah, on a quand même une équipe qui a dépensé des millions, des centaines de millions, voire même on doit pas être très loin du milliard sur les 5 dernières années pour faire ce qu'ils font. C'est quand même. Bah, moi, je suis supporter des Spurs. Franchement, je change de maillot, hein, vraiment. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, c'est très très dur, ouais. On va parler de ce match, du coup, messieurs. Donc, je disais, je trouve que mi-temps, un but partout, avec une ouverture de score de Eze sur un débordement de Saka, si je me trompe pas. Saka qui aura fait un match finalement, je vais dire dégressif. Alors, je sais pas si vous allez comprendre le terme. C'est-à-dire que j'ai trouvé très remuant et voire dangereux puisqu'il amène le premier but sur un centre en retrait. Et je crois que c'est toi, Loulou, qui me le disait en off dans le Discord. En fait, vu qu'il fait tout le temps la même chose, il s'est fait manger au fur et à mesure par son adversaire direct. Ouais, Et je trouve très rapidement dans le match, c'est-à-dire je crois que même après le but, finalement, on voit plus grand-chose de Saka. Et pour autant, il aura des occasions durant tout le match. Et comme je disais à Nitinia, si c'est pas Saka, mais que c'est Madueke, que c'est Martinelli, que c'est Gyökeres, il se fait lyncher, très clairement. ouais, il est très très dur à jauger les matchs de Saka parce que, bah, comme tu l'as dit, il a montré des bonnes choses. On attendait que les leaders, entre guillemets, se montrent en ces temps compliqués. Et je trouve que Saka restait sur des semaines quand même qui étaient très très moyennes. Et là, ce soir, il touche beaucoup de ballons. Il a été au charbon, il a beaucoup travaillé. Mais sur un match comme ça, il lui manque je sais pas, il lui manque son but, il lui manque sa passe décisive. Alors je sais pas si la passe décisive elle compte sur le but d'Edze, vu qu'Edze la contrôle avant, etc. Enfin, je sais pas. Mais dans le dernier geste, il m'a frustré ce soir parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses, notamment en seconde période. Première période, son duel avec Spence a été très très intéressant. On a senti aussi une équipe de Tottenham qui a tenté de faire comme les Wolves, puisque le manager des Wolves l'a dit après le match. Il a dit bah, c'est une équipe d'Arsenal qui est en train de crouler sous la pression, qui est en train de crouler mentalement, et on voulait un peu, entre guillemets, rentrer dans leur crâne. Et en première période, le duel de Saka et Spence a un peu imagé cette volonté aussi de Tottenham nous rentrer dedans parce qu'ils savaient que bah, peut-être que mentalement on était en train de craquer. Bon, la plupart quand même des buts viennent de son côté. Il a été toujours dans les bons coups. Mais quand même, il y a deux ou trois, notamment face à face. Pour moi, il doit les mettre. Alors, il y en a un où oui, je veux bien, Van de Ven revient bien, mais Saka, il manque quand même un peu de pointe de vitesse sur l'action. Et je crois que c'est sur le deuxième but, non, sur son face-à-face aussi contre Vicario, où il essaie de la reprendre du pied droit, mais il lui tire dessus. Alors certes, elle n'est pas simple, mais quand tu veux être un top player, ces buts-là, tu dois en mettre au moins un ce soir, je pense. Et pour moi, c'est là-dessus où il m'a un peu frustré. Donc ouais, compliqué à jouer son match à Saka ce soir, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, Louis, mais je sais pas trop sur quel pied danser par rapport au match de Saka. Ouais, je te rejoins complètement, notamment sur la fin où tu dis qu'il n'a pas été top player. Et en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on attend de Saka aujourd'hui? Est-ce qu'on attend d'un joueur qui revienne progressivement de son niveau d'avant? Ou est-ce qu'on attend un mec qui, voilà, assume son statut d'entrée, oublie le passé et s'impose directement
comme un top player. Et ce soir, c'est particulier parce que je trouve qu'il fait un bon match en tant que bon joueur de Première Ligue depuis 5 ans, Oui. mais il fait pas un match de top player. Et comme tu as dit, il faut être décisif, et voilà, il faut se démarquer en fait de la masse, quoi, de ce qu'on a l'habitude de voir. Et même s'il y a des bonnes intentions, même il y a de la qualité, on va pas le renier, et ben il manque ce dernier geste, il manque cette finition. Il manque en fait ce qui devrait le démarquer de Madueke, par exemple, parce qu'on critique très bien Madueke pour pas réussir à finir ses actions. Bah, ce soir, on a vu que Saka a pêché aussi à ce niveau-là. Donc c'est encourageant, oui, mais est-ce que il a été au-dessus de ce qu'il peut faire en ce moment ou est-ce que ça va être voilà, une montée progressive? Je sais pas. On va voir. Maintenant, là où moi me rassure, c'est qu'on l'a vu très à l'aise au milieu de terrain. Là, à droite, il a quand même été à l'aise. Donc, voilà, si sa blessure là n'est pas grave, s'il enchaîne bien, peut-être qu'il va essayer de porter cette équipe. On parle toujours, et tu l'as bien dit, Louis, on parle toujours de la même chose, c'est-à-dire que le traitement fait à Saka n'est absolument pas le même que celui fait à nos autres joueurs. Et alors, est-ce que ça se comprend? Oui, par rapport à l'historique du joueur, par rapport à son histoire, etc. Et la prolongation aussi. On peut peut-être rappeler que la prolongation, c'est 300 000 livres par semaine, 1,2 million Si. par mois. Je pense que l'immunité dont fait preuve Saka, il y a un moment donné où, en toute objectivité, et encore une fois, c'est pas s'acharner sur un joueur plutôt qu'un autre, c'est juste de dire que, comparons peut-être ce qui est comparable. Un joueur moyen, t'attends pas grand-chose. Saka, Starboy, le joueur emblématique et la vitrine du club, quand même, médiatiquement, commercialement parlant, etc., contractuellement parlant, quand même. Je trouve que ça mérite un petit peu mieux. Alors, encore une fois, il est effectivement, vous l'avez dit, il est décisif. Euh, Est-ce que c'est vraiment lui qui fait la passe D ou est-ce que c'est Timber? Parce qu'on parlait justement de ce dédoublement. J'ai un doute, j'ai pas revu le but et ma mémoire me fait défaut en Bah, ce moment. sur le premier but C'est lui, d'Edze, hein? c'est lui, je crois. Ouais, Oui, c'est c'est lui. lui Ouais, qui, je crois avec que la c'est. réussite. Ouais. avec un petit coup de chance, Oui, ouais. c'est ça, voilà, c'est bien ça. Mais ouais, donc voilà, donc l'immunité Saka, il va falloir qu'on en parle ou pas, ou alors à lui tout simplement de faire ce qu'il faut pour démontrer qu'il est le joueur emblématique d'Arsenal, et qu'il a toutes les qualités pour le devenir. Voilà, je vais pas débattre plus longtemps de ça. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je crois que c'est lui qui touche le plus de ballons. J'avais vu une stat passer pendant le match. Dans la surface, il était à un moment donné à 18 ballons touchés dans la surface. Le deuxième joueur en avait à peine le tiers. Voilà, donc il s'est retrouvé dans des positions favorables. Parfois, il a eu des frappes contrées, parfois, il a manqué de justesse dans les centres. Mais voilà, si c'est le début de quelque chose parce qu'il est il est de retour après une blessure, après une méforme, ok, très bien. Mais voilà, j'attendrai toujours plus de Saka, encore pour tous les arguments que je vous ai donnés. Et pour revenir sur son face-à-face, Loulou, euh, Havertz a le même. Et il y a quand même un truc qui est quand même trop simple, ou très simple, pardon, c'est pas le truc le plus joli, mais quand t'es attaquant, tu fixes le gardien, tu fais un crochet. Je- C'est quand même le truc qui marche à peu près 9 fois et demi sur 10. Et je trouve que au moment où lui, il a cette possibilité dans le face-à-face, on n'est pas à la 95e minute. C'est compliqué de parler de manque de lucidité. C'est probablement un manque de confiance ou un ensemble de choses. Mais hein, on a blâmé Martinelli parce que il loupe le 2-1 face au le 3-2 face au Volve, je crois. 2-0. Ce que Martinelli loupe, c'est quand le gardien relâche, on est à 1-0, je crois. Ok. Ah, c'est au début, en première mi-temps. Donc, donc voilà, c'est. Non, je parle d'une occasion. Martinelli, il l'a dans un match qu'on a joué là cette semaine Ah, c'est Brentford, ou pas contre Brentford à la Brentford. fin? Ouais, Ah oui, voilà, c'est oui, Brentford, La contre dernière exactement. Brentford. action, ouais. Ouais, voilà, tu vois, où on dit ouais, on lui tombe dessus. Alors qu'effectivement, Martinelli, il a des prestations plus que moyennes actuellement, mais on l'a bien défoncé, quoi. Voilà. On a parlé de Saka. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur notre Belge, et je m'excuse déjà pour nos amis belges qui nous écoutent, mais la cuvée février de Leandro Trossard, elle est quand même très très compliquée, quoi. Ouais, c'est Et, pas bon.
C'est pas bon du tout. Et j'en suis vraiment désolé parce que on était quand- on avait quand même inventé le Trostar, tu vois. Et je trouve que le Trostar, il est parti trop vite dans les étoiles. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. C'est quand même Ouais. la preuve qu'à un moment donné, ce joueur-là, il avait la possibilité d'élever son niveau de jeu. Mais ce qu'il montre aujourd'hui, mais non seulement dans ses choix, mais dans l'investissement, dans le physique, dans tout. Il était, je sais pas, est-ce qu'il était malade? Mais c'est pas possible qu'il tienne quand même. Il sort à la combienième, si je me trompe pas, c'est 75e. On a quand même laissé Leandro Trossard 75 minutes sur le terrain aujourd'hui, quoi. Mais oui, mais au-delà de ça, ça nous crée quand même un sacré problème à gauche, entre guillemets quand même, Ouais. parce que Trossard c'est pas bon et Martinelli c'est pas bon non plus. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à alterner Trossard et Martinelli en priant que sur un match ça fonctionne? Ou est-ce que à l'instar d'un Saka que tu as replacé au milieu de terrain, est-ce que tu tentes pas autre chose? Par exemple, Madueke à gauche en début de saison, ça a duré un ou deux matchs et après on l'a plus du tout vu. Bon, est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup de réessayer avec remettre Saka à droite? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de réessayer Eze à gauche quand même? On l'a déjà vu aussi en début de saison jouer à gauche. Ça n'avait pas à l'époque pas très très bien fonctionné parce que le rôle d'ailier aussi dans le système Arteta, il est très très important. Ça demande beaucoup beaucoup d'efforts aussi bien offensifs que défensifs, beaucoup de discipline tactique. Donc peut-être qu'Edze n'était pas prêt à ce moment-là. Peut-être qu'aujourd'hui il est peut-être un peu plus prêt à jouer sur ce côté gauche. Mais aujourd'hui, quand je vois les compos, que ce soit Trossard ou Martini, je me dis pas, Ouais. je me dis pas que ça va être des joueurs qui vont survoler le match en fait. Mm. Et encore ce soir, Trossard, oui, c'est compliqué. Il a réussi aucun dribble, il en a tenté 4, il en a réussi zéro. Les Les passes stats, aussi. il les passe 82% de précision de passe. Bah, c'est pas terrible. 55 ballons touchés. Bon. Duel au sol, on a réussi 4 sur 12. Bon, c'est pas beaucoup. C'est très peu, c'est famélique. Et, et ouais, surtout en première période où même des pertes de ballon nous ont mis quand même dans des situations compliquées. Pour moi, ça peut être au-delà de Trossard, ça peut être le côté gauche peut être un vrai problème et un vrai sujet sur cette fin de saison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Trossard, c'est pas bon. Martinelli, c'est pas bon. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Mm. Ouais, je te rejoins sur la performance de Trossard ouais, qui déchante beaucoup ces dernières semaines et c'est frustrant, vous l'avez bien dit. Et en plus, je trouve que même ses qualités, parce que c'est vrai que la vitesse, on n'a jamais trop espéré le voir faire des gros appels à la profondeur, mais même ses qualités dans sa capacité à casser les lignes, à faire des passes, voilà, qui déstabilisent complètement les défenses, bah, il n'y a plus rien. Techniquement, c'est pas du tout propre. Je le trouve très individualiste, à vouloir parfois forcer un dribble, à garder le ballon, à tourner sur lui-même, à faire ce qu'on reproche à Odegaard, et parfois il le fait trop. Et je trouve ça assez étonnant alors qu'on a derrière lui une Capé qui monte en puissance, qui, je trouve, joue avec beaucoup de justesse, qui prend des initiatives, qui va prendre la profondeur, qui, pour le coup, déstabilise bien la défense et à chaque fois, il lui donne pas le ballon et bizarrement, Hincapié se révèle quand Trossard disparaît. Donc, je pense que oui, il faut faire des choix forts. Tu vois, sur la compo, je parlais de manque de continuité. Bah, je trouve que ce côté gauche contribue aussi à cette incertitude. Et voilà, on est au mois de février, et on est encore en train de se demander qui on peut mettre à gauche. Et on avait déjà ce débat l'année dernière, c'est quand même dingue. Alors, voilà, faut encore tenter. On va tenter peut-être jusqu'en mai et on se posera les questions au mercato. Mais actuellement, voilà, pour être champion, pour avoir de la continuité dans les matchs, il faut qu'on ait 11 joueurs titulaires qui soient concernés par le jeu et par l'investissement. Et ce soir, encore une fois, notre Belge a échoué. Si on parle un petit peu des côtés, j'aimerais vous entendre justement sur deux choses. Deux choses réunies pour n'en donner qu'une et notre système de jeu. Je vais vous expliquer. On a vu, je trouve, d'après moi, sur ce match-là, on a vu deux visages du côté droit. On a vu un côté droit traditionnel avec Saka en ailier, avec Timber qui dédoublait, donc qui crée de l'espace, puisque en dédoublant dans le dos de Saka, soit la prise à 2 devenait prise à un, puisque l'un des deux défenseurs qui était sur Saka décalé pour couvrir l'appel de Timber, soit, du coup,
Saka se retrouvait en 1 contre 1 et ne donnait pas le ballon à Timber, mais allait faire un crochet, ramener un centre ou aller percuter et tenter le dribble, ou alors il lui mettait dans la course. Et d'ailleurs, je vous ai fait la remarque sur le Discord pendant la rencontre. Donc, on a deux visages côté droit. Sur le côté gauche, on n'en a que un finalement. On n'en a que un avec Trossard très axial, je trouve, avec Nkapchié également très axial. Et lorsqu'il y en a un des deux qui reste sur le côté gauche, notamment en deuxième mi-temps, on a souvent vu Nkapchié sur le côté gauche, mais absolument sans solution. C'est-à-dire que la seule solution qu'il a, c'est une passe en retrait pour refaire tourner, ou alors d'aller chercher un exploit individuel d'éliminer 3 voire 4 défenseurs de Tottenham, chose que aujourd'hui, pour le moment, très peu de joueurs d'Arsenal sont en mesure de faire, et je pense, sans lui manquer de respect, Nkapchié encore moins. Euh, Ça, c'est mon analyse des côtés. Et je me disais pendant le match qu'en fait, le danger ne peut pas venir aujourd'hui, ou hier, ou demain, en jouant comme ça, ne peut pas venir du côté gauche, quels que soient les joueurs que l'on met. Si on ne respecte pas un peu plus les basiques, on va dire, ancestraux et traditionnels du football. Mais au-delà de ça, j'aimerais que vous me donniez aujourd'hui, sur ce match-là, la définition du plan de jeu et du schéma footballistique mis en place par Arsenal pour battre Tottenham. Alors oui, on les a battus, mais est-ce que vous avez trouvé une sorte de cohérence? Est-ce que vous allez me dire que que Arsenal, pardon, c'est une équipe qui a tenté de jouer sur les côtés? Est-ce que vous allez me dire que c'est une équipe qui a essayé d'aller chercher la verticalité? Est-ce que c'est une équipe qui était plutôt dans le contrôle et qui attendait l'erreur du... Vous voyez ce que je veux dire? Comment, si maintenant je vous demande de me rédiger un article sur l'analyse du jeu d'Arsenal, vous définiriez ça comment, le loup? Elle est pas simple celle-là, hein. T'as 5 heures? Non, mais en fait, parce que moi, je trouve qu'on n'a pas le système de jeu. Ouais, Je oui, trouve, je, clairement. je trouve qu'on en a plus, en fait. Alors, certains diront que c'est pour créer le chaos, de pas être répétitif, etc. Mais je trouve qu'on respecte plus aucun basique, pardon. Et je vais même vous donner un autre exemple, si vous le permettez, pour vous laisser le temps de réfléchir à ça. Le but que l'on prend, parlons-en très rapidement. Il est imputable et imputé à Rice à 100%. Il n'y a même pas de débat. Il prend une décision, une prise de risque qu'il ne paye pas, il perd le ballon et Colomani, qui n'avait jamais marqué, qu'on se le dise, en PL avec Tottenham, vient nous punir. Simplement, est-ce que vous avez vu la position de nos défenseurs sur la perte de balle de Rice? En fait, que Rice perde le ballon, c'est une chose, mais si tu tues encore tes deux centraux dans l'axe, Ouais, ils y sont plus, ouais. t'es au duel. Sauf que Saliba avait décalé côté droit pour proposer une solution à Rice parce que Timber était déjà parti très très loin. Encore une fois, 100% Rice, aucun problème. Mais je trouve encore une fois qu'à force de dézonner, ça fait quand même un certain nombre de mois que je le dis, que quand ça fonctionne, alors oui, ça fonctionne, bah, tant mieux. Mais l'époque où on avait ce Zinchenko qui dézonnait pour laisser la place à Chaka, elle est quand même très très loin. Et depuis cette période-là, on ne surprend plus nos adversaires par du dézonnage. Ça fait quand même 4 ans maintenant. Voilà, je vous ai laissé réfléchir. Comment vous définissez le jeu d'Arsenal ce soir? Ouais, on a peut-être du mal à prendre par surprise nos adversaires et à emballer les matchs parce qu'il y a de moins en moins la volonté de prendre des risques dans le jeu et il y a de plus en plus la volonté de vouloir tout contrôler et peut-être même trop contrôler le jeu. Je prends comme exemple le carton que Timber reçoit en première période. C'est sur une relance courte de Raya. On fait un bon décalage, on trouve l'espace. Le décalage est fait sur Incapié. Incapié pourrait, s'il voulait, il avait l'occasion de trouver une passe en profondeur, de trouver de la verticalité, d'essayer de casser une ligne. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il met le pied sur le ballon, il se retourne et il la rejoue derrière. Ce qui fait que le bloc de Tottenham a eu le temps de couvrir le décalage qui a été fait. Et derrière, ils font un pressing sur Timber qui, tant bien que mal, essaie de faire une passe. Il la rate et malheureusement, derrière, il fait faute. Et c'est le même constat qu'on a eu contre les Wolves où, je ne sais pas, mentalement, on est peut-être trop sûr de notre jeu, il y a peut-être trop d'orgueil de notre part où on n'arrive plus du tout à emballer les matchs et on veut vraiment pas prendre
le risque de soit dégager un ballon. Par exemple, sur le but qu'on prend, Rice, il doit mettre un pointard, il doit mettre une chandelle devant, mais il essaie de relancer court, il essaie de dribbler dans sa surface, derrière on se fait punir. Et je sais pas trop, j'ai l'impression que quand même dans les attitudes, j'ai l'impression de voir une équipe qui mentalement, quand même, peut-être se pose des questions, peut-être doute. Pour moi, le meilleur exemple ce soir, le baromètre que j'utilise, c'est Gabriel. Gabriel, ce soir, il m'a pas du tout rassuré, notre Mm. défenseur central, où j'avais l'impression qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait, peut-être qu'il était un peu en panique, mentalement, qu'il était un peu en plein doute. Autant en seconde période, je trouve que ça allait parce que Tottenham a aussi largement levé le pied. À partir de l'heure de jeu, ils proposaient plus rien. C'était un peu festival porte ouverte. Mais ouais, la première période, pourtant, enfin, je sais pas comment expliquer, mais on est au-dessus. Tu vois, au bout de 45 minutes, je suis très frustré du résultat parce que je me dis, ben merde, en fait, on est quand même largement au-dessus d'eux. On fait ce qu'il faut. Pour une fois, on a des opportunités, on se crée des occasions. Mais il y a toujours cette petite erreur de déconcentration, ce petit qu'on n'avait pas en début de saison, cette petite erreur peut-être dans les têtes qui jouent, où tout le monde se dit 1-0, faut pas qu'on se foire, faut pas qu'on se foire. Et souvent, quand on dit faut pas qu'on se foire dans le football, derrière on se foire. C'est toujours comme ça. Donc ouais, j'espère que cette victoire va un peu nous remettre dans le droit chemin à ce niveau-là. Parce que première période très frustrante parce qu'on est au-dessus, mais mentalement, c'est une équipe qui doute. Il y a des joueurs qui doutent, ça se voit. Ça crève l'écran. Louis, est-ce que toi, tu as envie, puisque finalement, ce que Loulou a dit est très pertinent et très juste, mais il n'a pas répondu à ma question. Est-ce que toi, Je tu as sais, envie de j'ai pas la répondre à réponse. ma question? Mais parce que J'ai pas la réponse, Raoul. alors parce que je pense qu'en fait, il n'y a pas de réponse, parce que je pense qu'il n'y a pas de système de jeu. C'est là où, en Ouais, fait, moi, j'aimerais en venir, parce que, clairement. Mais peut-être que Louis saura nous expliquer. bah, il n'y a pas de système de jeu clair parce comme tu as dit, on tente plein de choses et ça marche rarement. Je vais prendre voilà, quelques exemples. Tu as parlé, Louis, de la relance. Ça, c'était un exemple assez criant où on manque clairement d'ambition et de prise de risque. Moi, j'ai un autre exemple plutôt offensif, proche de la surface, où à nouveau on crée ce décalage avec Timber. Et il y a Zubimendi qui fait un appel tranchant dans la surface. On est avant le but, le premier but. Et, Mm. euh, et là, Timber peut la mettre en une touche direct sur Zubimendi qui est tout seul et qui après, bon, il tente sa frappe et tout ça. Et non, Timber ralentit, se tourne et la remet en retrait. Et c'est symptomatique de ce que disait Louis sur notre incapacité à sortir du cadre. Donc ça, je pense que c'est un des symptômes, c'est que on est encore, on pense avoir l'assurance tech footballistique de ce qu'on avait en début de saison, au mois de septembre, d'octobre, où ça se passait bien. On prenait pas d'occasion, on était solide. Donc on pouvait se baser sur, on va dire, ce surcontrôle. Maintenant, il s'est passé quelques mois et on a bien vu que mentalement c'est plus dur, physiquement c'est plus dur et qu'on commet beaucoup plus d'erreurs. Et donc, on doit se nourrir finalement d'exploits, d'erreurs de l'adversaire ou voilà, de génie individuel. Et ce soir, d'un point de vue tactique, je trouve que finalement, nos bases qui sont le contrôle, le jeu long de Raya, on a vu que Gyökeres en difficulté encore, ça marche pas. Et donc finalement, on s'est remis à un duo inattendu quand même, à un jeu assez direct. Eze et Gyökeres, c'est un jeu qui a été très vertical, très direct, sur une touche pour le coup. Et ça a fait la différence. Alors oui, Tottenham a eu des gros problèmes en défense, a eu beaucoup de laxitude, on va dire. Mais je trouve qu'en ce moment, Arsenal, quand ça gagne pas par un principe de jeu établi. Donc c'est pour ça que c'est dur de répondre à ta question, mais ça gagne parce que il y a des joueurs qui vont faire la différence. On l'a vu avec Havertz quand il était de retour. Il a réussi à s'intégrer et à créer un duo avec Gyökeres. On a pu le voir avec des dépassements de fonction de Zubimendi, avec voilà Madueke qui est virevoltant, mais il s'insère pas du tout dans un système. C'est vraiment des individualités. Donc je pense qu'au mois de février, actuellement, Arsenal n'a pas d'identité claire et ce qu'elle croit être une identité est aujourd'hui sa faiblesse. Oh, ça c'est beau. Eh, Loulou, Oh, magnifique. Franchement, eh, celle-là, faut hein? la noter, hein. Franchement, Alors, celle-là, calendrier. faut Je que le je mets dans le l'isole. calendrier. Je vais l'isoler. Non, mais en plus de ça, il a donné un argument sur lequel je voulais vous terminer. C'était le gelon de Raya. Moi, je suis le premier depuis que Raya, il est dans les cages où il prend trop de risques en disant je préfère qu'il mette une vandale devant plutôt qu'il prenne des risques. J'ai aucun problème avec ça.
Mais aujourd'hui, le jeu long, j'ai l'impression que c'est un choix, un parti pris d'Arteta d'aller jouer long sur nos attaquants. Quand tu as des attaquants comme Havertz ou à l'époque Peter Crouch qui te chopaient des ballons de la tête et que tu allais chercher un deuxième ballon, moi je veux bien. Mais rappelons quand même que offensivement, nous avions Trossard qui ne va jamais au duel et qui n'ira jamais au duel. On a Saka qui, je sais pas combien il mesure, mais t'as l'impression qu'il mesure à peu près 1,30 m. Et t'as Gyökeres qui, de toute façon, dès qu'il est dans le duel, est par terre. Quel est le point positif en faisant ce jeu long? Si tu me dis que c'est pour aller ramener le danger chez l'adversaire, ne cherche pas un point d'appui, cherche le poteau de corner là au loin, et à ce moment-là, comme sur les coups d'envoi, et tu vas chercher et tu vas pousser l'adversaire dans sa zone d'inconfort, en tout cas dans sa phase défensive. Voilà, c'est autant d'exemples qui me font dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de schéma préférentiel à Arsenal. Alors, tu as des clubs où, quand tu n'as pas de schéma préférentiel, parce que tous tes schémas fonctionnent, par exemple, très bien. À l'époque du Grand City, où ils gagnaient tout, est-ce qu'ils avaient vraiment un schéma préférentiel? Non. Le schéma préférentiel, c'était la conservation de ballon et d'aller chercher à un moment donné un décalage qui arrivait d'une façon ou d'une autre. À l'époque du Grand Barça, le schéma tactique, c'était les deux ailiers qui mangeaient la ligne et ça mangeait les côtés, les côtés, les côtés, ça débordait, ça centrait et ça faisait but. Aujourd'hui, encore une fois, je comprends la fanbase quand elle se dit fatiguée et usée mentalement parce que par rapport à ce que l'on a connu et le fameux traumatisme d'Arteta dont tout le monde parle et qui me gonfle à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer en disant 2022-2023, on a très bien joué, on ne gagne pas. L'année suivante, on termine à 2 points de City en faisant un sprint final de 17 victoires sur les 19 derniers matchs. Oui, mais où le traumatisme? Continue comme ça. Tu as perdu 2 fois contre un très grand City. Et le traumatisme, t'as eu meilleur que toi, ou plus régulier que toi, parce que tu vas te foirer au Boxing Day à Fulham ou contre d'autres équipes. Tu fais 3-3 à la maison contre Bournemouth ou Southampton, je sais plus, en avril, alors que tu as des points d'avance et le doute commence à rentrer dans ta tête. L'année dernière, il y a une sorte de début de vouloir prendre le contrôle sur tout ce que tu fais. Tu termines deuxième, éclaté face à Liverpool, qui en soi était un beau champion, mais pas un très beau champion. Voilà. Et cette année, on fait quoi? Et en fait, plus les années passent, et moins on a de certitude dans le jeu. Mais plus on essaie d'avoir le contrôle. Je Mais comprends pas tout. j'ai une question pour toi, Raoul. Est-ce que tu penses que c'est un souci d'animation, enfin de tactique, ou est-ce que c'est un souci de qualité de joueur? Je pense sincèrement qu'on est plus sur un souci tactique que sur la qualité des joueurs. Alors, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas ce fameux ailier gauche ou milieu gauche offensif d'une top team. Malgré l'affection que j'ai pour le fiston Martinelli ou que j'ai pu avoir pour Trossard plutôt que Trocard, effectivement, il manque encore un petit peu, juste le dernier step-up. Mais je pense sincèrement que Arteta, dans les choix qu'il fait, dans la nervosité pardon, ambiante qu'il peut mettre sur un banc de touche, quand tu es déjà en difficulté, alors que peut-être ça nécessiterait un peu plus de calme, un peu plus de certitude, je pense que parfois, il crée le chaos dans notre équipe par ses choix. T'as un homme en forme, tu le mets sur le banc. T'as des mecs qui sont rincés, mais ils continuent à jouer tous les matchs. Je prends l'exemple je reviens sur Subimendi par exemple versus Nordgaard. Il y a des stats qui sont passés cette semaine où on voit le nombre total de minutes jouées en première ligue par Nordgaard. C'est flippant quand même. T'as l'impression d'avoir, quand tu parles de Nordgaard et quand tu vois ces chiffres-là, t'as vraiment l'impression d'avoir la recrue, genre tu t'es planté dessus et que t'es obligé de faire jouer parce que t'as plus personne d'autre. Moi, je trouve que le fond du problème, je pense sincèrement qu'il est dans le staff en général. Parce que je crois que c'est dans un des deux podcasts francophones qui font aussi des débris de match, et je vais les citer parce que je sais qu'ils nous écoutent et on a déjà échangé en privé, à savoir Arsenal double point le podcast ou Boulet Rouge. Je crois que c'est
Arsenal le podcast, non, c'était Boulet Rouge qui disait que en fait, on a fait un recrutement très intéressant. Personne ne pourra le nier. En début de saison, on était quand même très content du recrutement que l'on avait fait, mais c'était un recrutement qui te permettait logiquement de faire un turnover et de pouvoir faire souffler des gens. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Arteta s'en sert non pas comme une anticipation à des blessures ou pour soulager certains joueurs. Les recrues, elles jouent quand il y a des blessés. À partir de là, tu peux pas demander d'avoir des recrues et de dépenser 300 millions d'euros comme on l'a fait pour avoir cette rotation quasiment inexistante. Voilà. Après, bien évidemment que est-ce que Gyökeres est un joueur de classe mondiale en première ligue? La réponse est non. Il est quand même à 15 buts. Rappelez-vous, Louis, et Louis, je crois que si vous étiez vous dans le podcast, je vous ai dit, il terminera à 20 buts, toutes compétitions confondues. On n'est pas loin, mais c'est pas un attaquant de classe mondiale, bien évidemment. Quand tu compares aux attaquants de classe mondiale que l'on a pu avoir à Arsenal et que l'on a connus au fur et à mesure des années, en commençant bien évidemment par Thierry Henry, mais Van Persie, quand il a été repositionné en pointe, il était quand même très très bon. Alexis Sanchez, quand il était chez nous, qu'il a été repositionné, il était quand même très très bon. Tu avais Aubameyang avant de faire de la merde, il était quand même très très bon. On a eu Giroud que les gens critiquaient aussi, mais qui claquait des buts. Voilà. Aujourd'hui, Gyökeres, est-ce qu'il est de classe mondiale? Non. Est-ce qu'il a le niveau d'Arsenal? Je te réponds non, pas en tant que titulaire indiscutable, parce que si Havertz il revient, qu'il est en forme, Havertz il le déglingue en deux temps, trois mouvements. Par contre, je pense que quand tu vois le même effectif, les matchs qu'on est capable de faire cette année contre le Bayern Munich, face à Aston Villa au retour, face à d'autres équipes où on a quand même montré qu'on était capable d'écraser, d'attaquer, de faire des festivals offensifs. L'année dernière, tu pètes le Real Madrid en match aller-retour. C'est sensiblement la même équipe, hein, Louis. Hein. Donc c'est pour moi, C'est pour ça, c'est c'est pas un problème c'est pas un problème d'homme, mais je pense qu'à un moment donné, tu prends Rice ou Zubimendi, ben, quand tu es fatigué, Louis, tu es fatigué. Genre, à un moment donné, quand tu as plus le coup de rein, tu l'as plus. Voilà. ouais, mais quand t'es premier de première ligue, quand t'es premier en Ligue des Champions, quand t'es toujours en FA Cup, quand t'es en finale de Carabao Cup, pour moi c'est compliqué de dire qu'il y a un problème d'animation. Tu vois, factuellement, on est engagé dans toutes les compétitions. Si on remet le contexte là aujourd'hui du match, on est dans un moment de la saison qui est dur pour nous, enfin pour l'équipe qui est compliqué à aborder. On sent que City, eux, ils sont dans une dynamique un peu inverse de nous, où ils sont sur une pente, on va dire, plutôt ascendante dans l'animation, où justement Guardiola a réussi à trouver d'autres clés pour justement rebooster son animation qui aussi, depuis le début de saison, c'était aussi parfois un peu compliqué. Mais pour moi, dans le contexte là de l'équipe en ce moment, je peux j'ai pas trop de reproches à faire à Arteta sur l'animation ce soir. Hein. Alors oui, on pourrait toujours dire, oui, Norgard aurait pu rentrer, mais est-ce que Norgard va changer ton animation? Non. Enfin, Norgard est un très bon joueur, je dis pas le contraire. Hein. Mais est-ce que c'est lui qui va changer le visage de ton équipe? Bah, je pense pas. Moi, je pense que quand tu es premier de première ligue, quand tu es premier en Ligue des Champions, quand tu es quand t'es en finale de Carabao et quand tu es toujours en FA Cup, pour moi, le souci, c'est pas un problème d'animation, mais à l'inverse, je pense que c'est un problème de qualité de joueur. Je l'ai dit en intro, enfin tout à l'heure dans le podcast. Pour moi, Martinelli, c'est pas assez bon. Trossard, c'est pas assez bon. Gabriel Jesus, c'est pas assez bon. Et il y a d'autres joueurs qui, à mon avis, si on veut vraiment arriver à rouler sur tout le monde comme City l'a pu faire sur les saisons passées, bah ça va passer par un upgrade de joueurs. Pas forcément de système, mais un upgrade de joueurs. Oui, bah donc tu reprends une partie de ma réponse en disant que finalement Arteta ne fait pas assez tourner et qu'à un moment donné il reste aussi entêté sur certaines certitudes ou certaines confiances qui sont dans le contrôle et qui ne veut pas forcément créer le chaos. Là Oui, aujourd'hui, mais moi j'ai pas de souci. Hein. Moi j'ai pas de souci. Personnellement, depuis le début de saison, je suis peut-être un des rares, mais je trouve que le turnover d'Arteta est très bon. Ouais, quand même, ça dépend. Bah franchement, quand je vois ce qu'on fait sur toutes les compétitions, alors oui, il y a toujours des trucs. Oui, Madueke pourrait rentrer un peu plus tôt. Oui, Norgard pourrait rentrer parfois un peu plus tôt. Mais autant quand je compare la saison dernière où on se disait, où Arteta, à juste titre, disait je pouvais pas faire tourner, où on lui Bertha, le challenge de l'été dernier, c'était de dire ok, je vais te donner de la profondeur. Bah, au final, on peut lui reprocher des choses, oui,
mais on peut pas lui reprocher de ne pas faire tourner son équipe et de pas utiliser sa profondeur. Oui, Alors, Madueke, je suis d'accord. Je suis le premier à dire en podcast que Madueke, j'aimerais le voir plus souvent et j'aimerais le voir jouer plus souvent, etc. Mais au final, pour le moment, les résultats lui donnent raison, Arteta. bien sûr. Et là où tu as raison, je suis d'accord avec toi, quand tu résumes nos classements différents dans les coupes ou en championnat, il y a, c'est pas dramatique, puisque on subit, ou on a subi sur le dernier match, le creux que Manchester City a subi en début de saison, quand il ne Oui, gagnait pas, etc. Ce qui est plus dramatique, pour moi, parce qu'on attend tous ce titre vraiment depuis beaucoup trop longtemps, et que cette année, tu as vraiment l'impression que ce titre, il est fait pour toi, c'est quand tu vas t'écrouler face au dernier du championnat, même si c'est la première ligue, quand tu vois la performance globale faite face à Wolverhampton, c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'une saison, elle doit être faite de moments clés, de moments aussi où tu es un peu plus en difficulté, mais tu dois monter en efficacité, tu dois monter en confiance et tu dois monter en certitude. Tu vois, c'est comme une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe pour les équipes nationales. T'as les non, phases c'est de quali. différent. Mais Ça voudrait non, dire. parce que les équipes qui vont loin en Ligue des Champions et les grands d'Europe, à un moment donné, regarde Paris qui fait champion d'Europe l'année dernière. Ils passent par les barrages. Leur coach, il a eu quand même cette faculté à les faire progresser tout au long de la saison pour arriver à un bloc qui était quasiment injouable. Voilà. Certes, mais il jouait Aujourd'hui, moi, aussi en j'ai pas. Ligue 1 qui est beaucoup plus faible. La Ligue 1, c'est quand même beaucoup plus faible. Une Bah, c'est saison que, en bah première ouais, bah, ligue. je trouve que c'est plus compliqué de gagner la Ligue des Champions quand tu joues en Ligue 1 que quand tu joues en Première Ligue. Parce que Eh oui, mais, l'opposition, elle est quand même pas, elle est pas la même. Donc, du coup, tu as des matchs beaucoup plus faciles. La preuve en est, ils ont mais joué le FC Metz hier. Voilà. l'adversité est telle en première ligue que c'est compliqué de dire qu'une saison elle est linéaire. Tu peux pas dire que tu vas monter en puissance tout le long de la saison. Non, Tu vas forcément avoir des creux de vague. C'est obligatoire. J'ai parlé des creux j'ai parlé des moments forts et des moments faibles, mais tu dois avoir quand même dans cette courbe qui te fait monter descendre, tu dois avoir une courbe, le fameux AX plus B, hein, excuse-moi, hein, mais cette courbe qui finalement va te donner et elle doit être croissante cette courbe-là. Aujourd'hui, quand tu vois les derniers matchs que l'on fait, les derniers résultats d'Arsenal, tu peux pas dire que la courbe elle est croissante et que les points que tu laisses passer face à des équipes beaucoup plus faibles, tu risques de les payer. Parce que avant de jouer Brentford, avant de jouer Wolverhampton, j'en ai parlé avec Jonathan cette semaine, à un moment donné, on avait 5 points d'avance sur City. Et 5 points d'avance sur City, ça voulait dire qu'on avait le droit à une défaite et à un match nul. Ça veut dire que tu pouvais même aller perdre à City et tu pouvais encore faire un match nul, tu étais encore champion. En faisant des matchs nuls, comme on le fait là sur les derniers temps, en n'ayant pas encore joué, on rejoue encore Chelsea, on rejoue encore Manchester City, tu t'es grillé des jokers dont tu n'avais pas forcément besoin de te griller maintenant. C'est ça que je veux dire, en fait, tu vois, tout simplement. Après, je vais pas changer mon fusil d'épaule. Je pense vraiment que cette année, c'est la nôtre. Et depuis le début, j'ai dit qu'on fera champion. Et je vais pas dire maintenant, après 2 mauvais matchs, on fera plus champion, etc. Voilà, je suis pas versatile ni bipolaire. Je pense qu'on fera champion. Je souhaite qu'on fasse champion. Je trouve juste que les certitudes que j'avais au mois de décembre ou après le Boxing Day ou à d'autres périodes de la saison, je les ai de moins en moins. Voilà. Donc, je suis inquiet. Mais Voilà. comme les joueurs, hein. Enfin, après, moi, ce qui me marque surtout, c'est, je suis assez d'accord quand tu dis que ça manque de progression. Alors, c'est sûr que 38 journées, c'est difficile d'avoir une progression assez linéaire, mais ce qui est regrettable, c'est qu'on a eu des certitudes sur les premiers mois qu'on a Et complètement perdu. On que tu as parlait de perdu. Trossard, Et ça. Mais elles peuvent revenir, hein. en ce moment. Ouais, elles peuvent revenir, mais tu vois, je pense quand même que, surtout cette saison, et contrairement à d'autres saisons, le fait d'avoir un effectif beaucoup plus fourni te permet d'avoir un meilleur turnover et donc de maintenir tes joueurs, on va dire, chauds, dans des conditions et dans une forme de compétition qui va permettre de continuer à progresser sans être toujours étincelant. On peut le voir chez certains joueurs. Mais là, comme j'ai plus le sentiment que les remplacements se font par défaut, encore une fois, avec les blessures notamment, que t'en viens au final à avoir les mêmes problèmes que la dernière, sauf que tu as cette rotation qui fait qu'on perd jamais vraiment trop en qualité. Et là où je te rejoins pas, je pense pas que le niveau des joueurs soit ce qui fait défaut. Je pense que c'est une conséquence du fait qu'on n'ait pas de certitude tactique. Et je pense qu'on peut être champion et gagner toutes les compétitions sans tactique et sans certitude dans le jeu. Et c'est ça qui peut être paradoxal, c'est que jusque-là, on n'a aucune certitude, mais on arrive à être premier partout. Donc, et je pense qu'on peut aller au bout comme ça.
Mais faut aussi se dire que le résultat et la performance ne peuvent pas forcément aller de pair avec la qualité de jeu. Et à chaque podcast, finalement, on a toujours le même débat, c'est bah, on gagne, mais c'est moche. Alors voilà, je pense que c'est ça qui est un peu paradoxal. Et si on est champion comme ça, moi je prends. Bien Mais sûr, faut pas se dire que la victoire donne raison à Arteta, parce que je pense qu'il fait beaucoup d'erreurs et qu'il a eu beaucoup de réussites aussi, comme on en a eu beaucoup aussi dans le jeu. Et, euh, et voilà. Et quand tu vois la progression de City, oui, ils ont mal démarré, mais je pense qu'eux, ils sont capables de tenir ce rythme alors qu'ils ont autant de blessés, alors qu'ils ont autant de difficultés. Alors que nous, vu qu'il y a l'impact mental aussi, bah, c'est un peu plus aléatoire. Et c'est ce déclic qu'il faut débloquer pour être compétitif. parce que je vous ai annoncé les 20 buts de Gyökeres, je vous donne une autre prédiction si vous voulez, en tout cas c'est une vision qui est la mienne. Si on perd la finale de Carabao Cup, on fait pas champion. Oui, Ah ça, bah ça va oui, être un tournant. ça, Ça, Parce c'est ça sûr. c'est que sûr. City, ils vont. Parce que là, ils sont pas encore rentrés dans nos têtes, hein, City. Hein. Mine de rien, pour le moment, on est en train de se saborder ou de perdre l'avantage que l'on avait, qui était quand même très conséquent, tout seul, comme des grands. City, ils n'ont même pas encore commencé à dire toc toc toc, on est là. Mais je pense que Je si pense on. que c'est justement, on craint justement ça. On craint le fait que ces tirs rentrent dans nos têtes. C'est ça qui nous tétanise un peu, Ouais, je mais pense aussi Louis, mentalement. aujourd'hui, tu as 2 points d'avance. Si tu prends les derniers matchs d'Arsenal et les points qu'on a perdus bêtement, encore une fois, ce n'est jamais arrivé en première ligue qu'un leader de PL qui mène de 2 buts face au dernier de PL se fasse remonter. Et en plus de ça, ce qui est un peu dramatique, c'est Wolverhampton, on a souffert les deux matchs. Hein. À l'aller, on a Oui. aussi souffert. Hein. Ah oui. Tu vois, je veux dire, ce match-là, tu prends ne serait-ce que 2 points en plus, une victoire normale qui te tendait les bras à 2-0, c'est pas le même, c'est pas la même chose. Voilà. Donc encore une fois, on va pas écrire l'histoire avant qu'elle n'arrive. Moi, je te dis juste que ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on a de moins en moins de certitude dans le jeu et que on essaie de créer le chaos, mais sans forcément trop savoir. C'est comme vouloir aller braquer une banque et que t'as pas ton pistolet, toi. Ou tu as pris le pistolet, le jouet, et que tu n'as pas de balle dans le chargeur. Et à un moment donné, pour partir à la guerre, si tu oublies tes armes, ça devient un peu compliqué. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en est un petit peu là. Alors oui, après, on peut avoir tous les beaux discours en conférence de presse ou en fin de match d'Arteta. On a besoin que les supporters soient unis derrière le club, mais on le sera toujours. Et même si on ne devait pas faire champion cette saison, l'année prochaine, on repartira plein d'espoir. On refera des bilans de pré-saison, des bilans de mercato en disant, ben, cette année, ça peut être la nôtre. Donc, on sera toujours derrière cette équipe-là. Mais je trouve qu'il faut quand même souligner des choses qui ne vont pas. Avançons un petit peu parce qu'on a quand même souligné des choses qui n'allaient pas et qui aujourd'hui sont allées très bien, messieurs. Et je vais vous parler des doubles buteurs, notamment de Eze et Gyökeres. Très honnêtement, moi aujourd'hui, je ne les attendais pas à ce niveau-là. Parce que non seulement ils font le doublé, mais je trouve que Gyökeres a fait un bon match. Oui. C'est mon avis personnel. Je trouve qu'il a fait un bon match, encore une fois, avec les armes qu'on lui donne, c'est toujours pareil. Et j'ai trouvé Eze par moments toujours très frustrant par sa nonchalance, etc. Mais c'est pas son plus mauvais match. Voilà. Et il était écrit, encore une fois, que Eze, ben, il devait faire mal aux Spurs 2 fois. Voilà. Gyökeres, Louis, t'en as pensé quoi de son match? Ah, c'est vrai que son match, il est très intéressant. Après, encore une fois, il résume bien notre club, vu qu'il y a du très bon et il y a du mauvais. Mais ce que j'ai aimé de son match, surtout, c'est il a mis en avant ses qualités. Il a pas cherché, voilà, on l'a vu sur les duels, c'est compliqué. Mais pour moi, c'est plus une erreur tactique, on l'a déjà dit. Je pense que faut le jouer sur ses qualités. Et quand on l'a fait, et aisé à tenter, et ben ça a marché. Moi, pour une fois, il s'est créé beaucoup d'occasions. Il s'est mis dans des situations. Il a eu 4 tirs. Ouais, deux buts. Donc déjà, voilà, le mec est redoutable et efficace. Et au-delà de ses buts, j'ai aimé aussi sa connexion, son jeu assez direct autour de lui, avec Trossard, avec Eze, avec Saka. Enfin, il a je trouve techniquement assez propre dans ses passes, dans sa vision du jeu. Alors, il y a toujours des dribbles et des courses qui font parfois un peu défaut, mais au moins, tu sens qu'il sait faire autre chose que tirer et il est capable de faire jouer autour de lui. Donc ça, c'est très intéressant.
Et puis voilà, après, je trouve qu'il débloque le match sur son but, son pré-but. Voilà, on n'est pas encore hyper maître du jeu, on galère. Et voilà, c'est une action clutch. On parlait de Saka, bah là, pour le coup, lui, il a débloqué la situation sur ses qualités. Et je trouve ça bien pour lui parce que à la mi-temps, beaucoup sur Twitter le critiquaient et voulaient le voir au bûcher. Bah, je pense qu'il en a fait taire plus d'un. Et je pense qu'il va répondre à ta prédiction assez rapidement à ce rythme. Bah, on l'espère. S'il fait 20 buts cette saison, quoi C'est qu'il honnête. arrive, hein, ça sera clairement honnête de sa part, hein. Sachant qu'en plus, il est impliqué dans le deuxième but d'Eze, dans la petite déviation qu'il fait au Ouais, duel. elle est super, hein, la Elle déviation. est, voilà, c'est brouillon, mais les buts sont beaux. Louis, Oui, l'homme à qui Gyökeres, toi, t'aurais pu clairement mettre zéro le dernier match, je pense, parce que je crois qu'il a eu un. Je sais pas qui était honnête, c'était Tristan ou Julien. Je crois qu'il a eu un contre les Volves, de mémoire. Toi, t'es le mec, t'aurais pu lui mettre zéro. ouais, c'est Ouais. possible, mais faut y aller pour mettre 0, hein, faut y aller quand même, hein, mais non, oui, Gyökeres, je rejoins ce que Louis a dit, en fait, c'est le match qui met vraiment en avant les qualités de Gyökeres. C'est un joueur dans les petits espaces où, quand il est dos au jeu, bah, effectivement, c'est compliqué. En première période, il a beaucoup souffert dans les duels aériens avec Dragosin, où, il a du mal à rester sur ses jambes, il a du mal à peser sur le jeu. Mais en seconde période, dès le moment où Tottenham a un peu abdiqué et a laissé des espaces, et ben là, ça a été punitif immédiatement. Les courses de Gyökeres, elles étaient cohérentes, elles étaient logiques. En termes de finition, que ça soit la frappe en dehors de la surface ou le quatrième but où il va finir du plat du pied un peu roulant en lucarne, c'est super bien fait, c'est très très bien réalisé techniquement. La première frappe aussi qui se procure en première période, qui va se chercher tout seul, qui se crée lui-même là où il avait beaucoup on va dire de soucis techniques pour se créer lui-même les différences. Et bah là, on voit que bah, il arrive à faire des différences dans les petits espaces, il arrive à faire des différences sur une période dans les déviations de balles. Donc ouais, c'est encourageant. Maintenant, le souci de Gyökeres, c'est bah, il faut enchaîner. C'est toujours ça, parce qu'il est capable là de mettre un doublé contre les Spurs et puis le week-end d'après de totalement disparaître. Donc ouais, super. Surtout la seconde période où ça a été très très bien. Ouais, donc on va espérer. Et Beretti et Dze. Même avec un doublé, c'est toujours très compliqué, je trouve, d'analyser ces matchs. Je sais pas pour vous, hein, mais en tout cas, parce que en fait, bah, tu te dis il est clutch sur ce match-là alors que tu l'attends plus. Euh, mais est-ce qu'il a vraiment pesé dans le jeu? Est-ce que tu vois, quelle est son implication globale dans l'équipe, hormis les deux buts sur lesquels on crache absolument pas, bien évidemment. Mais je trouve que Eze, c'est l'un des joueurs où c'est toujours très compliqué de d'évaluer. Tu vois, si maintenant je devais être honnête, c'est toujours très compliqué, quoi. Parce que quand il est très très mauvais, tu le vois, mais il a rarement été très très bon. Et pour moi, on n'est pas encore au niveau du Eze de Palace, hein. Mais par contre, je le préfère clairement dans cette position-là, proche de l'attaquant. Bah oui, quand on le trouve axial, proche de la surface, c'est quand même mieux que de le voir dans un rôle de haute garde, dans un rôle de relayeur où il doit redescendre très très bas pour toucher les ballons. Là, on le trouve proche de Gyökeres, capable de combiner, capable de trouver Saka. Bah oui, forcément, c'est tout de suite plus intéressant. Moi, je Oui. rejoins sur ça. C'est vrai qu'il fait une première période assez terne. Enfin, il y a pas une grande, il se met pas beaucoup en avant le but et il participe pas beaucoup au jeu. Et je pense que le but lui fait beaucoup de bien, il le débloque un peu et à partir de ce but, il prend beaucoup plus d'initiative et c'est ce qu'on lui demande. C'est de jouer aussi sur ses qualités, hein. C'est comme Gyökeres. Donc, c'est pour ça que le duo a plutôt bien marché parce qu'il y avait cette volonté de combiner, de jouer ensemble, d'aller assez vite vers l'avant. Et même avec Saka, le fait d'avoir un 10 qui est beaucoup plus haut, ça lui permet aussi d'avoir plus d'espace dans ce demi-espace droit. Et donc, voilà, je trouve qu'il y a eu un peu plus de cohérence collective. Quand tout le monde se met au même niveau, veut combiner ensemble, et Eze a contribué à cet élan. Donc, certes, la défense de Tottenham en seconde période a laissé beaucoup d'espace et il les a pris avec grand plaisir, je pense. Mais je pense qu'il doit surtout arrêter de jouer de manière trop stéréotypée et de se cacher.
et que s'il joue sur ses forces, même face à des blocs très bas, même face à des équipes très physiques, il peut avoir des solutions, il peut se démarquer et c'est ce qu'on lui souhaite. Voilà. Après, pareil, c'est le doublé fait il fait son match. On va pas cracher dessus. Il n'y aurait pas eu les buts. Bon, bah, on en aurait attendu beaucoup plus. Mais il est clutch. Homme du match, il est déjà sorti ou pas côté Arsenal? Ouais, il les a sortis. Il a eu une bonne note. Non, note l'homme du match, player of the game, Ah, l'homme du player match, of the pardon. match, ouais. Je Moi, sais je Ah, pas pense j'ai que pas c'est vu. si. Gyökeres. Ouais, bah de toute façon, ça peut être qu'un des deux, quoi. Gyökeres qui terminera la rencontre et Eze qui sera remplacé par Ødegaard qui, signalons-le, fait sa première passe D à Ødegaard après 7 mois d'exercice. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau. On ne sait pas. Wait and see. Par contre, j'ai bien aimé la réaction d'Ødegaard sur sa passe D. Sur le but, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours très démonstratif. Et là, on voit que c'était comme une sorte de soulagement. Euh, Très rapidement, avant de passer au top et au flop, euh, et je vais copier Nitinia parce que je trouve que c'est sympa de donner vos tops et vos flops sans argumentaire pour pouvoir revenir dessus après. Un mot rapide sur Raya, auteur d'un arrêt incroyable. Ouais. Sur, quand j'ai vu que c'était Richard Nilsson, j'ai dit non, s'il marque, je pense que pour moi, c'est comme une défaite, tu vois. Et il fait un arrêt incroyable. Et juste pour revenir sur Raya, parce que moi, j'attendais quand même beaucoup de sa part, parce que sur le match face à Wolverhampton, j'étais pas au débrief. J'ai regardé beaucoup d'images et pour moi, c'est lui le fautif. Il ne parle pas, il sort, il se loupe. Et pour moi, pour un gardien qui prévient pas qu'il sort, bah déjà, t'as tout faux. Parce que si tu gueules keeper, Gabriel, il va même pas au duel. Donc j'attendais beaucoup de sa part et cet arrêt-là voilà, me réconforte et me réconcilie un petit peu avec son erreur, même si son erreur nous coûte quand même très cher. Euh, les tops et les flops, vous êtes prêts, messieurs, ou pas? Ouais. Allez. Allez, Loulou, je vais te commencer. Alors, on va faire comme Litinia. Voilà, je vais copier. Va me donner tes trois flops et tes trois tops. Alors en top, bah, tu viens de le dire pour moi, Raya. Alors Raya top, Incapié top. Et j'hésite entre Eze et Gyökeres, mais je vais mettre Gyökeres en top. Flop, forcément, bah, Trossard, comme on l'a dit. Je mets Gabriel également en flop. Et je pense que c'est tout. Allez, peut-être Timber. Allez, pour faire 3, je vais mettre Timber. C'était gratuit. La Louis. balle perdue. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Flop, Trossard, oui, Gabriel et Rice. Et en top, Hincapié. Oui, j'aurais de quoi dire. Hincapié, Eze et Gyökeres pour les buts quand même. Ok. Gabriel, Loulou, t'en as parlé un petit peu en début d'épisode. Ah, c'est très fébrile quand même. De plus en plus, je trouve. Euh, Pareil, je trouve son jeu, entre guillemets, stéréotypé, c'est-à-dire que le but refusé à Tottenham sur la poussette dans le dos, alors oui, effectivement, il y a une légère poussette, mais le fait d'accentuer, je trouve qu'en fait, un jour, ça va nous retomber dessus. Et un jour, Oui, il y aura un arbitre qui dira, oui, elle est main dans le dos, mais en fait, le fait d'exagérer ton geste montre que tu recherches la faute, tu vois. oui, bah, en début de podcast, on parlait de certitude dans le jeu. En début de saison, Gabriel était une énorme certitude défensive, Ouais. voire même offensive sur les corners. Et en ce moment, bah, par exemple, ce soir, il m'a pas du tout rassuré, Gabriel, que ça soit dans son duel avec Kolo Muani. Alors effectivement, il y a ce but refusé pour Tottenham où effectivement, je suis d'accord, l'arbitre est quand même bien sympa parce que la poussette est quand même pas monstrueuse. Mm. Gabriel en rajoute beaucoup et surtout, il est très coutumier du fait. Il le fait À très fond. souvent, ça, où il attend le contact et se laisse tomber en levant les bras. Des fois, ça marche comme ce soir, des fois, ça marche pas comme la saison dernière à Newcastle, il me semble. Newcastle, ouais. Exactement, où bah, ça n'a pas fonctionné. L'arbitre le dit bah non, tu vas pas au duel, il n'y a pas faute. Donc ouais, alors autant il s'est pas fait passer, hein. Enfin je veux dire, il s'est pas fait dribbler, il n'a pas été en difficulté, on va dire, au sol. Mais il y a quelques situations. Il y a aussi une situation où je sais pas ce qu'il fait, il joue pas du tout le ballon sur Colomoni, se jette dans ses pieds. Et heureusement que Colomoni aussi se met dans ses pieds, tombe également.
mais franchement, c'était pas du tout rassurant. Donc ouais, Gabriel ce soir m'a pas du tout rassuré, alors que comme je disais, c'était censé quand même être une certitude défensive, quoi, pardon. Bah surtout, je complète parce que je l'ai mis aussi, c'est que c'est un leader normalement, c'est un vice ou troisième capitaine. Donc si tu peux même plus compter sur lui dans la gestion défensive, dans la gestion des duels alors que c'est son point fort, euh, enfin voilà, dans sa présence globale, quoi, on l'appelle le rock pas pour rien. Et que là, il la joue un peu à l'italienne et qui va chercher toutes les fautes. Et c'est un mauvais esprit, je trouve. C'est pas forcément de cette manière que je veux qu'on joue. Et sa fébrilité elle peut aussi influencer les autres, et notamment sur les dernières performances, on l'a vu. Et puis, on se rappelle de son erreur contre Bournemouth. Quand il y a des erreurs très individuelles qui peuvent coûter des buts, il est rarement épargné. Donc, attention à lui. Et, euh, et puis voilà, il faut juste retrouver le Gabriel qu'on connaissait en début de saison et jouer sur ses forces. Lui aussi, il doit jouer sur ses forces. Il ne doit pas s'inventer un rôle et se la jouer, voilà, petit bras. Et vous voyez, paradoxalement, entre les impressions que ça nous laisse quand on regarde un match et les stats, puisque Corentin nous a partagé une stat, Gabriel, il a gagné 100% de ses duels. Ouais, c'est ça, mais Non, mais tu vois, c'est quand même, tu vois, t'as toujours cette sensibilité foot quand même, quoi, tu vois. exactement. Il faut les voir, les matchs. Oui. Non, mais je veux dire, les stats, ok, il a remporté ses duels, ok, très bien. Mais l'impression globale qu'il te laisse quand même une impression Pas rassurant. Ouais, voilà. C'est donc du coup, voilà, les stats sont peut-être là pour relever sa prestation globale dans la rencontre, mais pour autant, je peux comprendre que vous l'ayez mis en flop. Louis, forcément, tu as vu à mon regard que j'étais très étonné, puisque j'ai trouvé sa deuxième mi-temps Ouais, ouais, à mais la hauteur de ce qu'il sait faire, et je vous l'avais même annoncé. Tu mets Rice dans les flops. Loulou, je vais pas te demander si tu es d'accord avec lui puisque tu ne l'as pas mis, mais j'aimerais que tu argumentes Louis. Pour quelle raison? Est-ce que c'est vraiment que pour l'erreur sur le but ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a déplu chez Rice? non, non, son match dans l'ensemble, il est très sérieux, très propre et il a cette montée en puissance en deuxième période qui est, pour moi, pas comme Saka, c'est normal de voir Rice à ce niveau-là. Enfin, je n'en attendais pas moins. Mais je le mets en flop, oui, pour le but et ça peut paraître un peu, un peu dur, mais en fait, c'est que c'est récurrent. Alors là, ça tombe sur lui ce soir et c'est malheureux. On sait que Rice, il veut toujours bien faire et il veut servir le collectif. Mais j'ai l'impression que 80% de nos buts cette saison viennent d'erreurs individuelles vraiment stupides. Hmm. Et dans un moment où l'équipe doute, où tu as vécu ton pire match de la saison, ou l'un des pires, euh, suite à des erreurs individuelles en plus, je trouve que ça fait beaucoup en ce moment de prendre des buts comme ça. Et, et je pense que si ça avait été un joueur un peu plus en difficulté, ça aurait été un Trossard, on serait beaucoup plus tombé dessus. Donc voilà, je pense que pour être champion, il faut pas prendre des buts à la con, ça c'est sûr. Et, euh, euh, je pense qu'à la fin, jusqu'à la fin de la saison, ça sera systématique pour moi. Une erreur, c'est flop. Ça Voilà, sera ok. C'est pas. la sanction. Ok. Voilà, c'est bon, j'en Ah, ai mais marre. non, mais on comprend. C'est trop récurrent. Après, tu as des joueurs qui vont faire des erreurs individuelles et qui n'auront pas cette capacité mentale à rebondir. Oui, oui, ça je le salue, oui. Autant Rice, ça deuxième mi-temps qu'il fait. Ouais, ouais, c'est Pour fort. moi, il est de nouveau. Mais surtout qu'en plus, il n'a pas de ball Rice parce qu'il a beaucoup parlé en plus cette semaine. Oui, C'est pour ça. On sait qu'il est monté au créneau médiatiquement. Oui, on a beaucoup parlé, machin, on va se remettre d'équerre. Et match 18, boum, Eh, c'est il fait une boulette de but. vrai. Ouais, c'est comme quoi le football, c'est Ça toujours un pardonne sport pas. Ah, merveilleux, hein. en fait, faut se taire, faut avancer, faut travailler et puis on fera les comptes à la fin de la saison. Là, on a une petite pause d'une semaine puisqu'on rejoue dimanche prochain, le 1er mars, si je ne me trompe pas, Ouais. face à Chelsea, à l'Emirates. Encore un gros morceau qui nous attend, puisqu'on est un peu ben, l'équipe qui ne réussit pas pour le moment à Chelsea et à son coach Rossenior, puisqu'il a quasiment tout gagné. En tout cas, il n'a jamais perdu à part contre nous. Mais c'est un, voilà, ça nous laissera un petit peu le temps pour préparer, récupérer et être dans les meilleures dispositions pour aller taper les Blues et continuer la marche en avant. Parce que de toute façon, aujourd'hui, très clairement, pour moi, jusqu'à la finale de la Carabao Cup, on n'a
pas le droit de se planter. Voilà, c'est un fait. On laissera nos auditeurs commenter s'ils sont d'accord avec nos tops et avec nos flops. On laissera nos auditeurs commenter s'ils arrivent à définir un système de jeu ou pas. Et puis on laissera nos auditeurs commenter sur n'importe quel sujet de leur choix. On se fera, bien évidemment, un plaisir de leur répondre. Louis et Loulou, il est temps pour nous de terminer cet épisode qui est un peu plus long par rapport au précédent, mais peut-être que vous m'avez tellement manqué en fait que j'avais grand plaisir à vous retrouver et à parler avec vous. T'as aussi lancé des vastes débats, Raoul. Hein. Ah Oui, ouais, je là, sais, oui, je sais bien, mais voilà. dissertation. Et dans ma tête, il y en a tellement encore d'autres, Louis, si tu savais. On en fait un Mais demain. voilà. En space, Pourquoi pas? ça pourrait être une idée, ouais. Ouais, pourquoi pas. Ou alors faire un épisode de mi-semaine comme ça. On va en parler entre nous. En tout cas, je vous remercie pour votre participation et vos analyses toujours très très fines. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. On est leader. On a tapé, Oui. on a tapé Tottenham. Rouge et nos couleurs et rouge et les couleurs et la couleur du nord de Londres et voire de Londres et peut-être même de la première ligue en fin de saison. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt dans Coup de canon. Common Gunners. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.